compatriotes, chers amis, nous vous souhaitons très chaleureusement la bienvenue à ce colloque. Nous nous réjouissons que notre invitation ait reçu un tel écho dans l'ensemble de la région. Ce colloque constitue pour moi une preuve que l'ADEJ, Association Accès aux droits des enfants et des jeunes, est capable de mobiliser des panélistes venant de toute la France. Je tiens à les remercier. Je remercie tous les participants. Je remercie également la directrice de l'ADEJ, Mme Chante Kaiser, qui a porté ce projet ambitieux jusqu'à ce jour, car nous savons combien il a demandé d'énergie, de patience, de persévérance, mais aussi pour l'honneur qu'elle m'a fait de m'avoir choisi comme modérateur de ce colloque. Une tâche dont je mesure qu'il n'est pas si simple de s'acquitter, car il s'agit non seulement de donner à chacun, comme il va de soi, la possibilité d'exprimer, sans restriction et sans complexe, toute sa pensée, mais aussi le cas échéant, à aider à modérer la passion avec laquelle celle-ci pourrait parfois s'exprimer. Je pense que nous allons passer un bon moment ensemble durant les travaux de ce colloque. Et je suis convaincu que nos intervenants sont animés par une noble ambition. Et comme vous le savez, ce colloque est construit autour de la question des relations filles-garçons, entre réalité et virtualité, quotidien des jeunes et représentation des professionnels. Et les relations filles-garçons, comme vous le savez, est traitée d'un point de vue très différent. Et cette journée est organisée autour de 3 grandes thématiques. Nous allons démarrer la matinée autour de la question des relations filles-garçons, représentation de genre et rapport au corps. Quelle connaissance aujourd'hui? Et cet après-midi, nous aborderons dans un premier temps les violences des filles, violences des garçons et approche professionnelle. Et dans un second temps, les relations filles-garçons et les technologies de l'informatique et de la communication. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous présenter le comité de pilotage organisateur qui constitue indubitablement la conscience collective de notre action, à en croire la direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône, la direction de l'éducation et des collèges du Conseil général des Bouches-du-Rhône, le contrat urbain de cohésion sociale de la ville de Marseille, le service des droits de la personne, femmes, famille et mission prévention de la délinquance de la ville de Marseille. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos invités. Mais je voudrais d'abord excuser l'absence de Madame Josiane Régis, qui est directrice de la cohésion sociale de la préfecture, qui devrait représenter Madame la préfète des Bouches-du-Rhône. Donc, je vais donner la parole à Madame Laurence Rousseau, qui est directrice du GIP, du groupement d'intérêt public de la ville de Marseille. Madame Rousseau, je vous invite sur le plateau. Ça marche? Oui. Merci beaucoup. Désolée pour ce petit retard technique. Merci beaucoup, Monsieur Kanji. Je partage vos remerciements auprès de tous les participants de cette journée. Je me réjouis également que vous soyez aussi nombreux pour échanger, pour partager un certain nombre d'expériences, pour débattre sur ces sujets de la question des relations de genre et des relations notamment à l'adolescence, entre filles et garçons. Donc, comme vous le disiez, je me présente, je m'appelle Laurence Rousseau, je suis la directrice du groupement d'intérêt public pour la politique de la ville, groupement qui regroupe, comme son nom l'indique, la ville de Marseille et l'État. Et je tiens à excuser Madame Boyer, qui avait prévu d'ouvrir la journée, d'ouvrir les débats, et donc Madame Boyer, qui est la présidente du GIP politique de la ville, qui est également adjointe au maire, déléguée au projet de rénovation urbaine et au contrat urbain de cohésion sociale,
et qui malheureusement a été retenue sur Paris, puisqu'elle est également députée et n'a pas pu être parmi nous ce matin. Mais je sais qu'elle aurait eu beaucoup de choses à partager avec vous. C'est la question de la promotion de l'égalité des hommes et des femmes, étant pour elle, depuis qu'elle a pris ses fonctions de directrice, de présidente du GIP et en charge du contrat urbain de cohésion sociale de Marseille, depuis 2007, donc elle a toujours affiché sa priorité, ses préoccupations pour cette question de la promotion de l'égalité homme-femme. Donc la journée de réflexion à laquelle vous avez été conviés à participer est, comme vous le savez, issue d'un travail qui est particulièrement illustratif de ce que souhaite mener justement la politique de la ville à Marseille. Donc, comme le rappelait M. Kanji, un comité de pilotage interinstitutionnel qui regroupe un certain nombre de partenaires, appuyé par une association, donc l'ADEJ, a choisi de se constituer en 2003 autour du sujet de cette question des relations filles et garçons. C'est une démarche illustrative, mais j'aurais peut-être dû dire même exemplaire, puisque la transversalité, la mise en commun de ressources, de compétences sont vraiment au cœur des préoccupations et de la démarche qui sous-tend la politique de la ville depuis la première génération de tous les contrats de ville mis en œuvre sur Marseille. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que des professionnels, ceux du contrat urbain de cohésion sociale, donc de la politique de la ville, ceux de la direction départementale de la cohésion sociale, qui avance des étaient regroupés au sein de services qui portaient d'autres noms, des professionnels du Conseil général, de la ville de Marseille, comme vous le disiez, de la mission du service prévention de la délinquance et du service des droits à la personne, à la famille et aux femmes de la ville de Marseille, aidés et bien appuyés en cela par l'Association pour l'accès aux droits des enfants et des jeunes. Donc ça fait bientôt une dizaine d'années que tous ces partenaires se mobilisent au sein de ce comité de pilotage dans l'objectif commun et partagé de produire de la connaissance, de la réflexion, de la compréhension pour lutter contre les représentations que nous pouvons tous former sur les relations, sur cette question des relations entre les filles et les garçons. La journée d'aujourd'hui se situe en fait dans le droit fil et la continuité des travaux qui ont été précédemment réalisés par un certain nombre d'entre vous d'ailleurs. Travaux donc, qui ont consisté tout d'abord par un rapport qui était élaboré en 2004 à la commande du comité de pilotage sur le thème des rapports de genre à l'adolescence entre violences subies et violences exercées. Sur cette base, en 2005, une journée de réflexion a été proposée, ici même, si je ne me trompe pas d'ailleurs, où d'ailleurs sans doute un grand nombre d'entre vous a déjà participé, sur le sujet donc, des violences dans les relations filles-garçons. Violence et adolescence, on s'en mêle. Et cette journée qui avait été déjà une journée très riche et très forte en échange, avait également permis de déboucher très concrètement sur la réalisation d'un support pédagogique. En l'occurrence, une bande dessinée que vous connaissez, en tout cas une majorité d'entre vous connaît sans doute, et qui est depuis largement utilisée comme support dans un bon nombre d'actions, et notamment dans les collèges. Donc le nom de cette BD, qui s'appelait « Qui fait en deux mots également l'autre », donc c'est le thème de cette bande dessinée, que vous retrouverez dans le dossier qui vous a été remis à votre arrivée. Ces travaux ont été poursuivis en 2009 par le biais d'une étude visant à évaluer l'adéquation entre les besoins exprimés par le public jeune de divers secteurs et les activités proposées par les structures de ces secteurs. Donc, comme vous le voyez, le fil rouge poursuivi par le comité de pilotage et l'ensemble de ses membres, c'est bien le questionnement de nos pratiques professionnelles. En effet, aborder la question de l'adolescence en général, et plus particulièrement des relations entre adolescents et adolescentes, impose une adaptation permanente, une sorte d'ajustement continu, sous peine d'agir en complet décalage avec le vécu des jeunes, des nouvelles générations, de proposer pour le coup des compréhensions ou des actions inadaptées, et donc de manquer d'efficacité dans nos activités et dans nos pratiques professionnelles. Pourquoi le choix qui a été fait aujourd'hui est de vous présenter des recherches récentes issues de diverses disciplines, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, la démographie ou les sciences de l'éducation,
Cette diversité est là pour permettre ce fameux regard croisé, faire ressortir les différentes facettes d'un même sujet, et permettre également une prise de recul des professionnels qui sont souvent entraînés, comme vous le savez, dans la vitesse de l'actualité. Donc ces présentations, comme vous l'a indiqué M. Kanji, seront illustrées par des retours d'expérience de terrain, et elles sont nombreuses sur Marseille, ainsi que par tout ce que vous apporterez comme élément d'enrichissement lors de nos échanges. Et ainsi, ce que nous aurons pu capitaliser par le biais de notre réflexion commune aujourd'hui pourra servir de support, notamment pour l'écriture de la prochaine nouvelle génération de contrats urbains de cohésion sociale, qui s'appellera peut-être autrement, et qui a été annoncée par le ministre délégué à la ville. Donc, nous serons très, très, très à l'écoute de tout ce qui pourra ressortir de vos débats et de vos réflexions. Et je pense que ça alimentera notre propre réflexion, et celle des partenaires du CUCS, parce que le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes et la promotion de cette égalité figure, par exemple, déjà dans le CUCS qui a été signé en 2007, mais qui a été vraiment réaffirmé cette année par l'ensemble des partenaires et signataires du CUCS, que ce soit par l'État, et notamment par le biais de l'ACSE, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, la région, la caisse d'allocation familiale et puis bien sûr la ville de Marseille. Et donc ce thème continuera et constituera certainement une des préoccupations de la politique de la ville dans les années à venir. Dans ce sujet vraiment essentiel et transversal et essentiel à la fois dans le quartier prioritaire situé en politique de la ville, mais de façon plus générale, bien sûr, au niveau de toute la société française. Voilà, bon, je ne veux pas être trop longue. Et pour conclure et donc lancer cette journée de réflexion, je vous remercie encore de votre participation et puis de toutes les expériences, de tous les échanges qui l'enrichiront et qui en feront sans aucun doute un nouveau temps, une nouvelle étape aussi forte, j'espère, que celles qui l'ont précédée. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis bonne journée et très bon travail à vous tous. Merci Madame Poutot, je vous remercie pour cette présentation synthétique dans laquelle tous les éléments ont pu être pris en compte. Donc je vais donner la parole à Madame Guimet, qui est présidente de l'ADEJ. Qui a été organisée et initiée par le comité de pilotage. L'ADEJ, Association d'accès aux droits des enfants et des jeunes, et participe à ce comité de pilotage qui est issu de la commission accès aux droits et aide aux victimes et médiation du conseil local de sécurité et de prévention de la ville de Marseille, et cette participation date de l'origine, donc 2004. Cette journée est donc sur le thème des relations filles-garçons, et vous savez que c'est un thème qui, malheureusement, je pense, va de plus en plus être au goût du jour, car ces relations filles-garçons, comme vous l'avez constaté, s'effritent de plus en plus. Alors la promotion de l'égalité et du respect dans les relations filles-garçons est un axe très fort dans notre association, tant par sa volonté de participer à l'évolution vers une société plus égalitaire pour les jeunes adultes de demain, que par le biais des participations et des sollicitations surtout qui nous sont faites par nos partenaires de l'éducation nationale, d'une part, et des associations, d'autre part. C'est ainsi qu'en 2011, plus de 20% des actions collectives de notre association sur le thème de la promotion de l'égalité englobent un travail à la fois des relations filles-garçons,
des stéréotypes et des violences, sous quelque forme d'ailleurs qu'elles soient. Pour atteindre ce public très spécifique, l'ADEJ a pour préoccupation d'adapter les supports pédagogiques en prenant en compte les difficultés que les jeunes rencontrent au quotidien. Pour réaliser ce but, l'association nourrit son travail des études et des recherches menées sur la jeunesse auprès de la jeunesse et essaie de comprendre également les motivations de leur pratique. La participation de l'ADEJ au comité de pilotage permet d'accroître et de développer, de comprendre aussi les connaissances dont dispose l'ADEJ et d'échanger avec les partenaires de ce comité. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que cette journée sera fertile en échange et souhaite que vous y trouviez toutes les informations qui seront utiles à vos pratiques et utiles également pour tous les jeunes dont nous nous préoccupons tous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci Madame introductive et surtout pour sa teneur qui constitue une contribution des plus intéressantes au débat sur le thème de notre colloque. Donc, nous allons passer à la première table ronde de la journée qui porte sur les relations filles-garçons, représentation de genre et rapport au corps. Quelle connaissance aujourd'hui? C'est un thème d'une grande importance et comme vous le savez, cette thématique me rappelle dans les coins de ma faculté la métaphore de la visibilité et de l'invisibilité féminine dans l'histoire que nous raconte Arlette Farge dans son ouvrage intitulé « L'histoire sans qualité » de 1979. Je suis de quelque part et pourtant je ne peux me reconnaître. Le miroir de l'histoire ne renvoie pas mon visage, mais reflète le sien, celui de l'autre masculin. Et non mémorisé, la femme reste blanche comme l'oubli. La femme reste blanche comme l'oubli. Son histoire n'a jamais été écrite qu'avec de l'encre incolore. Et personne n'a vraiment cherché le révélateur. Donc nous allons donner la parole à Madame Sylvie Didio, qui est directrice du service des droits de la famille, femme-personne, et qui représente aujourd'hui Madame Nora Preziosi, adjointe au maire de Marseille, déléguée à l'action familiale et droits des femmes. Madame Sylvie Didio, je vous invite sur votre place. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Sylvie Didio, directeur du service des droits de la personne, femmes et familles de la ville de Marseille. Je suis venue ce matin pour excuser Madame Nora Preziosi, notre adjointe déléguée à l'action familiale et aux droits des femmes qui est souffrante. Donc je ne vais pas parler très longtemps, d'abord parce que tout a déjà été dit par Madame Rousseau et Madame Guillemin qui l'ont très bien dit, donc je ne vais pas le répéter. En plus, comme nous sommes légèrement en retard, je ne vais pas s'enquêter sur le retard. Et je vais donc laisser la place à cette première table ronde en espérant que ça sera riche d'enseignements, que vous pourrez ainsi enrichir vos pratiques, partager vos connaissances. Et donc voilà. Je vous laisse la place, j'ai fait vite. Merci Madame pour cette introduction très courte et d'une grande importance. Donc nous allons donner la parole à Madame, nous allons inviter sur le plateau Madame Chantal de Linares, qui est sociologue et chercheur à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ancienne directrice en chef de l'Agora et ancienne directrice en chef d'Agora et auteur de nombreux articles, dont du corps à l'identité sexuée. Et puis nous invitons aussi sur le plateau Madame Zotian, Elsa Zotian, qui est anthropologue de l'enfance, chercheur au centre Norbert Elias de Marseille. Et puis
problème de micro, c'est toujours très important. Alors, relation garçon-fille, quelles sont les questions posées par la recherche? Alors, je commencerai par deux préalables. Le premier, c'est de dire que la recherche, parce qu'au départ, on m'avait dit qu'il faut expliquer l'actualité de la recherche. C'est compliqué de parler de l'actualité de la recherche parce que les deux termes, recherche et actualité, ne sont évidemment pas totalement antinomiques, mais enfin la recherche travaille sur le temps long. Une recherche, c'est environ 4 ans. Donc, on ne va pas vous dire, au cours de cette journée, du côté des chercheurs, on ne va pas vous dire le dernier scoop. Hein. En fait, la recherche, elle travaille à observer des tendances sur un temps long, des lignes de perspective. Je situerai plutôt comme ça. Alors que les études sont plutôt destinées à regarder ce qui se passe en ce moment. En ce sens, d'ailleurs, on a coutume d'opposer recherche et études. Moi, je ne les opposerai pas vraiment. Je dirais qu'il y a des mouvements d'aller-retour entre études qui sont plus sur ici et maintenant, et puis les recherches qui regardent plus des lignes de perspective, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je dis cela parce que j'évoquerai dans mon exposé sans doute des chercheurs qui ont écrit des ouvrages il y a déjà pas mal d'années, hein, sur une période de 10 ans, disons que j'ai essayé de rassembler ce qui trace les grandes lignes de force de la recherche sur les relations garçon-fille et les relations de genre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je tiens aussi à dire, parce que j'ai eu des débats déjà à ce propos, que quand on fait de la recherche, on essaye de mettre à distance. On essaye de prendre de la distance. Ça ne veut pas dire qu'en tant que personne, on n'ait pas des émotions comme tout le monde, des engagements comme tout le monde, et des réactions comme tout le monde. Hein, je pense à un débat sur ce procès de Créteil, où quelqu'un m'a dit « mais enfin, tu prends trop de distance ». Je crois que prendre de la distance ne veut pas dire ne pas s'engager par ailleurs, enfin ne pas s'engager avec tout ce qu'on peut savoir, mais qu'on ne peut faire l'économie d'un pas de côté, voire de plusieurs pas de côté, d'une mise à distance et d'une compréhension de ce qui se joue, des logiques qui s'interpénètrent, de ce qui est complexe. Alors, je crois que la recherche, elle prêche pour la complexité et la difficulté à déchiffrer cette complexité. Je le dis parce que quelquefois, nous sommes sur un terrain dans lequel nous sommes tous impliqués, parce que nous sommes tous des hommes et des femmes. Donc nous sommes forcément impliqués, nous sommes parfois militants, mais être militant n'empêche pas d'essayer de comprendre. Voilà, c'était mon préalable et je pense qu'il est indispensable pour, vis-à-vis de gens comme vous qui êtes sur le terrain, qui êtes confrontés à des situations très difficiles, des situations parfois très douloureuses, très complexes. Vous avez la plupart du temps, vous souffrez d'un manque de temps pour pouvoir justement prendre de la distance. Et je tiens à dire aussi que si tous ces travaux peuvent avoir lieu, c'est parce qu'ils se nourrissent de vos expériences. Et si vous ne vous y reconnaissez pas, avec tel ou tel chercheur, vous y reconnaîtrez peut-être avec tel ou tel autre. En tout cas, vos paroles, vos expériences, vos pratiques sont des éléments qui ont nourri toutes ces recherches. Donc, qu'est-ce que c'est que le genre? Pourquoi cette question? Parce que nous nous trouvons dans une société dans laquelle s'affrontent et coexistent deux conceptions. La croyance en une nature biologique des hommes et des femmes, c'est une croyance inconsciente, implicite, mais qui court toujours. Hein? Il y aurait une nature pure
de la différence des sexes. Et puis, cette croyance implicite, inconsciente, rentre en contradiction avec une aspiration récente, une aspiration explicite, une aspiration revendiquée, politique, l'aspiration à l'égalité des sexes. Donc, la question, si elle est si difficile, c'est aussi parce qu'elle est toujours en tension entre ces deux pôles. Pourquoi ? Parce que, je vais le dire rapidement, avant le XVIIIe siècle, il y avait une sorte de continuum. Les femmes étaient considérées comme des mâles moins parfaits, donc elles occupaient une place subalterne dans la hiérarchie sociale. Mais au XVIIIe siècle, il y a eu, sur le plan scientifique, des apports importants en biologie. Et on s'est intéressé à ce moment-là à l'ordre de la nature. Et je pense que d'une certaine manière, cette croyance en la nature biologique de notre sexe, elle a été fortement nourrie par cet ordre de la nature du XVIIIe siècle. Et c'est l'époque, je vous rappelle, où les hommes qui dirigeaient la société ont décidé qu'ils étaient égaux. Mais ils ont quand même renvoyé les femmes à leurs activités procréatives. Donc il y a une force incontestable de cette vision naturalisante. Quand je dis vision naturalisante de la division des sexes, c'est cette croyance que nous portons tous en nous-mêmes inconsciemment, en une nature des hommes et une nature des femmes. Mais cette distinction entre les hommes et les femmes se fait de manière différente selon les sociétés. Marguerite Mead l'avait déjà analysé en comparant des sociétés différentes et en observant que, du coup, le statut des hommes et des femmes n'était pas tout à fait le même. Donc, devenir homme ou femme ne va pas toujours de soi et nécessite une éducation, voire un dressage, qui, dans certaines sociétés, était encadré par des rites de passage, et des rites de passage parfois violents. Je vous donne une citation de Michel Ferrand, qui explique que c'est la fonction principale de la socialisation, on pourrait dire de l'éducation, que d'inculquer à l'enfant et de lui faire incorporer, et ce terme est très important, incorporer veut dire que notre corps intègre, adopte, incorporer comme naturel des qualités socialement associées à son sexe anatomique et construites en fonction de la société dans laquelle il va vivre. Je pense qu'on a là une définition de l'éducation genrée, ce sont des termes un peu barbares que vous pouvez entendre, mais qui veulent dire cela. C'est la fonction principale de la socialisation que d'inculquer à l'enfant et de lui faire incorporer comme naturel les qualités socialement associées à son sexe anatomique et construites en fonction de la société dans laquelle il va vivre. Mais en même temps que l'individu reçoit cette éducation, il produit lui-même du discours social, des pratiques sociales, et il va contribuer à transformer la société dans laquelle il va vivre au cours d'un certain nombre d'interactions. La socialisation sexuée, d'ailleurs, d'abord. Qu'est-ce que c'est que cette socialisation sexuée ? C'est ce que je viens de dire. Le fait d'élever des enfants dans leur identité de genre, leur identité de sexe, sans que l'on soit toujours très conscient de ce que l'on est en train de produire. Toutes les sociétés ont eu leur éducation genrée. Par exemple, les sociétés comme les Barouillas et les Sambias, qui sont des sociétés éduquées par des anthropologues, ont pu observer, par exemple, que les garçons étaient élevés dans ce que Welzerlang appelle la maison des hommes. C'est-à-dire dans des espaces où on est bien sûr que la transmission des valeurs de virilité va se faire
au mieux pour que les garçons soient vraiment des garçons. Mais j'y reviendrai. Qui sont ces agents socialisateurs, c'est-à-dire ces individus, ces institutions qui vont transmettre ces idées, ces identités de genre. D'abord, vous avez la famille, qui est parfaitement conservatrice des identités de genre. Les premiers travaux qui ont fait date, on peut les marquer autour de Bellotti en 1974, Du côté des petites filles, qui est un livre qui avait fait effectivement parler de lui, qui a mis l'accent sur les stéréotypes de genre dans l'éducation, l'importance de l'éducation maternelle. Ce livre a été très important parce qu'il a effectivement mis en évidence un certain nombre de stéréotypes, mais aujourd'hui, on en voit un petit peu les limites parce que Bellotti, déjà en 1974, n'avait pas vu qu'il y avait des transformations qui commençaient et qui étaient dues au travail des femmes et à la scolarisation des filles. C'est-à-dire que vous avez toujours des mouvements contradictoires, si vous voulez, entre des mouvements qui vont vers l'émancipation des femmes, l'égalité des sexes, et puis des mouvements qui freinent et qui rabattent au contraire ce mouvement vers l'égalité sur une conservation des identités de genre stéréotypées. Parce que en 1974, il y avait donc le travail des femmes, la scolarisation des filles qui était en évolution, et déjà on pouvait prendre conscience de la bonne volonté égalitaire des parents, surtout dans les classes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a, et je crois que dans la société d'aujourd'hui, on peut voir de manière visible une bonne volonté égalitaire des parents, c'est-à-dire ne pas donner une éducation qui, justement, corresponde trop aux stéréotypes. Le problème, c'est l'implicite. Et je dois dire qu'en ce qui concerne les agents socialisateurs, il y a énormément d'implicite. C'est-à-dire que l'éducation sexuée qui se reproduit au bénéfice des stéréotypes de genre, c'est beaucoup dû à l'attente sexuée des parents et leur stratégie éducative. Alors, par exemple, les tâches domestiques. Je sais que tout le monde le sait, mais encore aujourd'hui, ce sont essentiellement les femmes qui assument les tâches domestiques à la maison. Et les enfants voient et reproduisent par identification, par mimétisme, ce stéréotype de genre qui est que les hommes ont droit, si je puis dire, aux tâches nobles et les femmes aux tâches encore que, justement, on peut s'interroger sur ce qu'on appelle des tâches nobles. Les tâches domestiques. La reproduction des divisions sexuées à travers les tâches domestiques est très importante. C'est cuisiner comme maman, bricoler comme papa. Bon, vous avez aussi des activités sexuées, même à la maison, entre la télévision, les jeux vidéo. Ça, peut-être que l'intervenant de cet après-midi en parlera, mais les activités sont fortement sexuées. Les jeux vidéo sont plus réservés aux garçons, d'ailleurs ils sont souvent... Je crois que ça change. Les producteurs de jeux vidéo ont compris qu'il y avait un marché à conquérir. Enfin, pendant longtemps, les jeux vidéo ont été réservés aux filles. En milieu populaire, on a observé une tendance pour les filles de trouver l'estime d'elles-mêmes dans des tâches domestiques, quand elles ne réussissaient pas à l'école. Donc, c'est une valorisation des tâches domestiques pour les femmes. Et surtout, les enquêtes montrent que quand on demande aux filles si elles aimeraient mieux être des garçons, elles disent oui. Et quand on demande aux garçons s'ils aimeraient mieux être des filles, ils disent non. Donc déjà, vous avez là un condensé assez facile, je reconnais, mais quand même qui est assez parlant. Sylvie Octobre a étudié aussi la différence entre les activités sportives et les activités artistiques et leur partition entre les filles et les garçons. Et elle a bien évidemment conclu
que les garçons pratiquaient plus de sport et les filles plus des activités artistiques. Mais j'y reviendrai. L'école. L'école est une institution. Alors, c'est là où aussi on retrouve un petit peu nos, non pas contradictions, mais nos mouvements contraires. C'est-à-dire que l'école fait partie de ces institutions qui permettent à l'égalité des sexes d'avancer. C'est en 1924 simplement qu'un décret a permis aux filles d'avoir accès aux mêmes enseignements que les garçons. C'était en 1924, ça date. Et c'est la loi Haby en 1975 qui a instauré la mixité. La mixité ne résout pas tout, vous le savez très bien, entre les garçons et les filles. Mais c'est au niveau de l'affichage politique un pas vers l'égalité. Très longtemps, les enseignants ont été des hommes. Et il se trouve que maintenant, la profession se féminise. Quelquefois, une des causes qui est relevée, c'est le fait que les salaires à niveau d'études égales sont moins élevés pour les enseignants que dans d'autres professions et que c'est une des raisons qui ont expliqué la féminisation du corps ainsi que les vacances, enfin un certain nombre de raisons. On observe une meilleure réussite des filles à l'école. J'y reviendrai parce que c'est très important. D'abord parce que c'est un potentiel de mutation important, que cette meilleure réussite des filles à l'école, ce que certains appellent une surscolarisation des filles, une meilleure réussite au bac. J'ai regardé les derniers chiffres de 2010 et c'est incontestable. Encore que, pour regarder simplement l'évolution de l'école, encore que les choix post-bac ne sont encore pas égalitaires. C'est-à-dire que dans les disciplines prestigieuses scientifiques, les grandes prépas scientifiques, vous avez encore un nombre de garçons plus élevé que le nombre de filles, alors que dans les bacs S, les filles maintenant, dans l'ensemble, ont de meilleurs résultats que les garçons. Donc, vous voyez qu'il y a encore des progrès à faire. Si on regarde l'orientation post-bac, je l'ai dit, mais l'orientation dans les milieux populaires, il y a une partition très forte entre les orientations dans des filières très sexuées comme mécanique pour les garçons, esthéticienne, coiffure pour les filles. Mais je prends un BEP sanitaire et social, par exemple. Le BEP sanitaire et social est ouvert en principe aux garçons et aux filles. J'ai observé il y a 2 ans une classe de BEP sanitaire et social, il était 30. Sur les 30, il y avait 2 garçons, 28 filles. Pourquoi ? Parce que le BEP sanitaire et social, les garçons se destinaient au métier d'infirmier et les filles au métier, soit elles voulaient évoluer vers la petite enfance, soit c'est-à-dire retourner à un CAP petite enfance, soit les soins auprès des personnes âgées, etc. Donc vous voyez qu'il y a une sexuation très forte des orientations, hein, et principalement au milieu populaire, principalement à la sortie de l'école, quand le cursus scolaire n'a pas été très fort. Mais un des éléments qui est important dans le poids de l'école, dans la reproduction des identités de sexe très stéréotypées, c'est l'implicite. Hein, c'est l'implicite. Et vous avez tous les travaux de Marie Durubella, par exemple, qui insistent là-dessus. C'est les attentes des enseignants dans les classes. Elle a observé, pas seulement elle d'ailleurs, hein, des chercheurs anglo-saxons, des chercheurs français aussi. Elle a essayé de regarder comment la différence des sexes était mise en scène en classe, à travers l'attente des enseignants. Les enseignants, par exemple, attendent spontanément que les filles calment les garçons. Vous voyez déjà le stéréotype de sexe sous-jacent. Les garçons sont plus agités, plus insupportables, entre guillemets, et les filles, naturellement plus douces. Donc, en attendant qu'elles calment les garçons, on conforte un stéréotype. Quand on observe les jeux dans les cours de récré, on s'aperçoit qu'effectivement,
Les garçons jouent d'un côté à des jeux plus agités, etc., les filles de l'autre, et que cela semble naturel, entre guillemets. Enfin, un des constats qui a été fait, aussi, qui est pas inintéressant, c'est que certains chercheurs ont mesuré le temps des interactions entre les enseignants avec des garçons et avec des filles pendant la classe. Et ils se sont aperçus que les enseignants, tout à fait inconsciemment, passaient plus de temps avec les garçons qu'avec les filles. Soit parce que les garçons étaient plus difficiles, soit parce que les filles étaient moins brillantes, ou au contraire avaient moins besoin d'eux. Mais en tout cas, il y a, qu'on le veuille ou non, une différence entre la manière de traiter les filles et les garçons. Tout ça, encore une fois, ce sont des petits exemples, parce que je n'ai pas le temps de m'attarder, ce sont des petits exemples pour montrer qu'il y a énormément d'implicite dans notre socialisation des jeunes. Je passerai vite sur les crèches aussi, parce que là c'est très manifeste, hein, personnel essentiellement féminin. Vous rentrez dans une crèche, vous avez le coin des jeux de filles, le coin des jeux de garçons, et tout ça semble très naturel. Les mamans, la plupart du temps, viennent chercher leurs enfants, encore que ça commence à changer. Hein. Moi je sais que du temps que j'avais une fille à la crèche, il y a déjà longtemps, et à la maternelle, même chose. Hein. On parlait de l'heure des mamans. Et maintenant, peut-être on peut commencer à parler de l'heure des papas, parce qu'il y a quand même des papas qui viennent chercher leurs enfants. Ça, c'est vrai que ça a changé. L'animation. Dans l'animation aussi, où pourtant c'est un des lieux où explicitement est revendiquée l'égalité des sexes. Yves Rebaud a remarqué une surconstruction de la masculinité à travers des objectifs pédagogiques implicites. C'est-à-dire, bon, pour aller vite, regardez un peu les activités qui sont proposées, ou le surcroît d'activités qui sont proposées quand il y a beaucoup de garçons qui viennent au centre de loisirs, et les activités qui sont proposées aux filles. Et vous verrez qu'elles sont très différenciées. Là aussi, il y a des implicites très forts dans le secteur de l'animation, et notamment, et en centre de vacances aussi, notamment dans la répartition des rôles des animateurs. Le directeur est quand même souvent un homme. Et puis, toutes les tâches de ce qu'on appelle le care, le soin, l'attention portée aux petits, sont portées par des femmes, beaucoup plus que par des hommes. Donc, vous avez aussi tout l'implicite des centres de vacances et d'animation. Mais un des principaux agents socialisateurs et qui va renforcer les stéréotypes de sexe sont les pairs, P-A-I-R-S, les copains, les copines, les frères, les sœurs, qui sont extrêmement forts pour transmettre des normes. Hein. D'abord parce qu'ils rentrent assez tôt dans des activités sexuées, mais surtout, ils font circuler des normes à travers ce que certains appellent la tyrannie des apparences. Olivier Galland, qui est un chercheur spécialiste de la jeunesse, a mené une étude qui est assez sidérante sur la tyrannie des apparences, et il a montré comment les jeunes, le principal objet de discrimination pour les jeunes, ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas l'origine ethnique ou sociale, c'est l'apparence. Et c'est un article très sérieux dans Économie et Statistique. Et cette tyrannie des apparences, elle porte sur le fait d'être trop petit, trop gros. Elle explique des exclusions scolaires à l'intérieur des cours de récré ou à l'intérieur des classes. Moi, je revois très bien, par exemple, une jeune fille qui m'a raconté comment elle avait été exclue plus ou moins de sa classe, du groupe de copines. Alors, je ne comprenais pas, parce qu'elle était très jolie, très mignonne, très à la mode, etc. Elle m'a dit, mais c'est parce que j'ai protégé Juliette. Et Juliette, elle était obèse. Et Juliette, elle était exclue. Et alors, elle ne correspondait pas
au canon de la beauté chez les filles. Et vous avez la même chose chez les garçons. Hein. Je pense à un garçon de 13 ans que j'ai essayé d'interviewer l'autre jour, mais qui était assez bouleversé lui-même par ce qu'il vit, à savoir il est petit, il est en 4e, et en 4e ils ont déjà des corps de garçon. Et lui, eh ben, c'est un petit, et il est très exclu. Alors il joue de beaucoup d'autres choses pour se faire accepter. Donc ça fait partie de la socialisation entre pairs, où les normes physiques, de l'apparence, de l'identité de genre sont renforcées entre enfants. Je passe rapidement sur les objets culturels. Hein. La télé, Internet, les pubs. Bon, mais sur Internet, nous aurons une intervenante cet après-midi qui vous en parlera. Le sport aussi est très sexué. Hein, vous savez, on oppose la boxe et la danse, par exemple. Le sport est une affaire d'hommes. C'est un lieu de compétition, de hiérarchie. Et les sportifs sont des modèles de virilité au point que je suis frappée de voir sur Facebook, par exemple, des posts de jeunes hommes qui pardonnent tout aux sportifs de haut niveau qui trichent, qui se comportent pas bien, etc., parce que ce sont des hommes vraiment virils. Et ce sont des héros sportifs. Voilà, donc vous avez aussi moins de filles en pratique sportive dans les familles populaires, et puis on reviendra sur ce qu'on appelle la socialisation inversée, c'est par exemple les filles qui font effectivement des sports de garçons et les garçons qui font des sports de filles. Baudou et Stablet ont fait une enquête, et ils ont relevé comme ça de ce que pouvaient dire les uns et les autres, et ils ont relevé que les mères et les pères étaient prêts à influencer les enfants dans le choix du sport pour qu'ils aillent vers des sports qui les confortent dans leur identité de genre. Donc, vous voyez que la densité des dispositifs de socialisation est très forte et qu'elle favorise la reproduction des identités sexuées malgré tout l'affichage et malgré toute la bonne volonté. J'insisterai assez vite, mais enfin quand même, parce que je vois que le temps tourne, sur l'importance des configurations familiales. C'est Martine Cour, dans le corps de filles, corps de garçons, une construction sociale, montre que cette socialisation, elle n'est pas linéaire, elle est compliquée, elle est parfois contradictoire. Hein, par exemple, une mère esthéticienne peut valoriser les amis masculins de sa fille, et du coup sa fille se tourner vers une identification au garçon. Hein, vous avez des socialisations qui peuvent être non pas contrariées, mais moins linéaires que ce qu'on aurait pu attendre, et c'est l'intérêt du travail de Martine Cour qui met l'accent sur les configurations familiales et sociales, parce que ce qu'elle montre, et c'est très important, c'est qu'un garçon et une fille est avant tout un garçon et une fille de la classe sociale de ses parents. Il n'y a pas donc de filles ou de garçons qui ne soient marqués, qui ne soient socialisés par son appartenance sociale. Elle met l'accent aussi sur les influences, sur la complexité du processus. Complexité du processus que met bien en évidence aussi un auteur comme Christine Mélisson. Et Christine Mélisson a pu faire émerger quelque chose que je trouve essentiel, qu'a souligné Françoise Héritier, qui est une anthropologue importante, sur ce qu'on appelle la valeur différentielle de sexe. Autrement dit, elle a regardé une population de filles qui faisaient du foot et une population de garçons qui faisaient de la danse. Et elle a essayé de voir comment ils avaient été socialisés. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais il y a un point qui est très important, hein,
c'est que les filles ont raconté comment, effectivement, elles avaient été socialisées pour beaucoup par leur père, que leur père les avait emmenées sur des terrains de foot, avait beaucoup valorisé l'exploit sportif du foot, qu'elles étaient de milieu populaire, là où les garçons avaient reçu une éducation artistique, une éducation à la sensibilité, avaient vu une répartition sexuée des tâches domestiques à la maison, étaient plus de classe moyenne. Bon, ça c'est pour les petites vignettes trop rapidement faites. Mais ce qui est important, c'est que quand elle fait raconter leur histoire aux garçons et aux filles, les filles qui ont une éducation de garçon manquée racontent comment très tôt elles ont appris à être péjoratives vis-à-vis des filles qu'elles trouvaient minuches. Alors que les garçons se sentaient dévalorisés de ne pas être à la hauteur d'être un garçon, au point qu'ils le cachaient à leurs camarades, voire à leurs enseignants. Il y a donc, si vous voulez, une infériorité pour les garçons à embrasser une carrière de fille, à embrasser une activité de fille, alors que les filles n'en retirent aucun sentiment d'infériorité quand elles s'adonnent à un sport de garçon. Autrement dit, ce que Christine Ménesson montre, et qui me semble très important et qui conforte tout à fait ce que dit Françoise Héritier, c'est qu'il y a une vraie hiérarchie des sexes. Hein, et que les études qu'elle mène, toutes les études qu'elle mène, montrent ça, montrent beaucoup d'autres choses, mais montrent ça aussi. Et les garçons, quand ils deviennent danseurs, par exemple, ont l'impression, dans l'enfance, pendant leur pratique adolescente, puisqu'on parle de l'âge de l'adolescent, ils ont l'impression de régresser dans la hiérarchie des sexes. Et ça fait partie aussi de l'implicite. Hein, de l'implicite, c'est-à-dire que ça n'est dit nulle part, c'est invisible, mais ça se passe dans la formation de soi, dans la construction de son identité. Donc, les filles, au contraire, ont ressenti une certaine force d'avoir embrassé une activité sportive de garçon. Je précise simplement un point, avant de passer à autre chose, parce que je vois l'heure qui tourne, je précise quand même un point qui me semble très important, c'est qu'à l'âge adulte, ce qui était une force pour les filles, qui évoluent en milieu populaire, hein, je parle des jeunes footballeuses, qui avaient acquis une certaine force, une certaine autorité au sein du groupe de pairs, elles se sont trouvées beaucoup plus démunies ensuite, parce qu'elles n'ont pas fait d'études, parce qu'elles se sont trouvées sur le marché amoureux plus en difficulté, parce que moins séduisantes, dans un milieu populaire où les garçons attendaient une féminité discrète, on y reviendra, mais des qualités féminines entre guillemets, alors que les garçons, de par la notoriété qu'ils ont acquise en devenant danseurs, ensuite, dans leur vie d'adulte, au contraire, en ont tiré un avantage. Donc, selon les âges de la vie, la hiérarchie sociale, qui est souvent confondue avec la hiérarchie des sexes, ne joue pas toujours complètement de la même manière. Bien sûr qu'on vit dans une société très largement hiérarchisée du point de vue social par le sexe. On sait que la haute hiérarchie dans l'administration, par exemple, est quasi exclusivement masculine. Il y a eu suffisamment de débats dans les partis politiques sur la parité pour que je n'ai pas à le rappeler. Je voudrais assez rapidement, parce que il faut que je laisse le temps à ma voisine, je voudrais aussi évoquer, parce que c'est un point qui est un point de difficulté pour la plupart des professionnels, la plupart des chercheurs aussi, la plupart des citoyens, c'est la socialisation sexuelle dans l'espace public. Comment est-ce qu'on devient un garçon, une fille dans les cités ? Bon. Alors, je sais que il y a beaucoup
de discours qui sont produits à ce propos, et notamment de discours médiatiques sur la violence des garçons, les filles victimes, les difficultés des filles à trouver leur place dans l'espace social. Et ce n'est pas... tout n'est pas faux dans ce que disent les journalistes, mais il y a un effet de stéréotype, de loupe et de grossissement qui est quelquefois gênant et surtout, à mon avis, une absence de compréhension et de lunettes que l'on met sur son nez pour essayer de comprendre, quoi. Je prends l'histoire de Créteil, le procès de Créteil. C'est une histoire terrible, hein, les viols collectifs, les tournantes. Ça a été à la une des médias dans les années 2005-2006. On en a reparlé là. Il y a des chercheurs, Bukele et son associé, ont fait des travaux sur le viol, hein, et ont pu constater que le viol collectif est beaucoup, beaucoup moins nombreux que le viol intrafamilial. Bon. Mais c'est vrai que médiatiquement, ça marche mieux. L'autre fait qui me chiffonne quand on parle des garçons et des filles dans la cité, c'est que on donne la plupart du temps une interprétation très rapide, essentiellement culturaliste, c'est-à-dire qu'on dit voilà, c'est parce que c'est des musulmans. Je caricature, mais c'est quand même ce qu'on entend très couramment. Autrement dit, vous enlevez la religion musulmane, il n'y aura plus de problème. C'est quand même pas tout à fait ça. Et je voudrais revenir sur ce point parce que je caricature, parce que l'explication culturaliste, elle est quand même massive. Or, il ne faut pas oublier que les garçons et les filles, qu'ils soient d'origine maghrébine ou pas, qui vivent dans les cités, ce sont essentiellement des jeunes qui habitent en milieu populaire. Et que ces milieux populaires, cette classe sociale qui était avant une classe sociale ouvrière, qui avait ses lettres de noblesse au regard de la société tout entière, est une classe sociale qui se trouve paupérisée, et de plus en plus paupérisée, que les grandes valeurs ouvrières se sont délitées, que ce qui faisait l'identité de genre d'un ouvrier, d'un homme de milieu populaire, c'était sa force physique, que tout le poids de son autorité reposait sur sa force physique. Or, la force physique, aujourd'hui, dans notre société, ça n'est plus un attribut de la virilité dans les classes dominantes. Les attributs de la virilité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est la richesse, c'est l'autorité sur les autres. Mais ça n'est plus la force physique. Je dirais même que la force physique, même si elle est réinvestie dans le sport et dans certaines attitudes de compétition, elle n'est pas reconnue comme valeur. Donc, vous avez ces garçons des cités qui ont comme seul capital leur force physique, parce que pour la plupart, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, ils sont en échec scolaire. Et l'échec scolaire, le fait d'être, donc pour la plupart, en échec scolaire ou en difficulté scolaire, donc non reconnu par l'institution école, le fait qu'ils sont dans des espaces frappés par le chômage, donc, et ça c'est très important, pas de perspective d'avenir pour se projeter. Or, un homme, dans la tradition populaire, c'est quand même celui qui porte l'avenir, c'est celui qui porte la vision d'avenir, la perspective d'avenir. Et notamment chez les parents des enfants d'immigrés qui avaient un projet migratoire, donc une vision d'avenir. Bon. Ces garçons, ils sont aussi, les chercheurs l'ont observé, plus souvent victimes de discrimination au faciès, d'ethnicisation que les filles. Les filles, par exemple, peuvent rentrer en boîte de nuit, les garçons ont beaucoup plus de difficultés. Hein. Et les discriminations raciales, je mets des guillemets,
hein, la racisation, comme on dit maintenant, elle ne s'exerce plus, d'après les chercheurs, sur les garçons que sur les filles. Donc, les garçons sont triplement discriminés et ils vont se réfugier sur le territoire de la cité, qui est le territoire qu'ils vont s'approprier en gardant une logique de virilité qui n'est plus la logique de virilité des classes moyennes, et qui demeure leur logique de virilité à eux, c'est-à-dire celui qui est le plus fort, celui qui va conquérir le territoire, celui qui va mettre les filles au pas, et celui qui va pouvoir avoir à son bras ensuite une femme bien, respectable, honnête, qui ne couche pas partout, et qui est pour lui un plus, un attribut, si vous voulez, de sa virilité. Quant aux filles, vous le savez aussi bien que moi, elles se retrouvent coincées hein, sur un espace dont les garçons se sont emparés, dont ils occupent autoritairement les lieux, et elles doivent se débrouiller avec ça. Elles doivent surtout protéger leur